Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir, ce matin, chez vous à Strasbourg. Je m'appelle Alice Dukina-Midjavila, je travaille à l'Office français de la biodiversité, au sein du service mobilisation des citoyens et moi je travaille plus particulièrement sur les questions de santé et d'alimentation. Comment on fait de ces 2 sujets des leviers de mobilisation des citoyens pour la préservation de la biodiversité? Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du sujet Une seule santé, du One Health, et on va rentrer un peu plus dans le détail du lien entre santé et biodiversité. Avant de commencer, un petit mot de présentation sur l'Office français de la biodiversité. Donc l'OFB, c'est un établissement public qui a été créé au 1er janvier 2020, donc assez jeune, mais qui est issu de la fusion de plein d'autres établissements. Donc quand même, il y avait une existence préexistante. Enfin, il existait des missions de protection de la biodiversité préexistantes. On est donc l'établissement public en charge de la restauration et de la préservation de la biodiversité en métropole et dans les outre-mer. On est 3 000 agents répartis sur tout le territoire entre direction nationale, régionale et des services départementaux. Et donc, pour assurer cette mission de préservation et de restauration de la biodiversité, on a 3 missions complémentaires qui sont la protection, et ça passe notamment via notre police de l'environnement, qui a un peu fait parler d'elle ces dernières années, et encore maintenant. C'est la police qui est en charge de toutes les questions relatives à la faune sauvage, à l'eau, à la chasse, à la pêche, à la flore. Hem, Ensuite, on a aussi une mission d'amélioration de la connaissance sur les écosystèmes, sur les espèces, sur l'état de la biodiversité, en France. Ça passe notamment par, de l'appui et du lancement et du financement de projets de recherche, par exemple, ou alors aussi, de la de la gestion de bases de données, de la valorisation de ces données-là dans des sous forme d'indicateurs au sein d'un observatoire, par exemple. Et puis enfin, on a une dernière mission qui est, l'accompagnement des acteurs, donc acteurs au sens très large et la mobilisation de la société. Et c'est dans cette mission que, le service mobilisation des citoyens s'inscrit. Donc justement, si je zoome un petit peu sur le sujet mobilisation de la société, qu'est-ce qu'on fait concrètement à l'OFB? Eh ben, déjà, on participe à la transformation de nos représentations. En essayant de travailler sur la notion de vision de la biodiversité, du lien qu'on peut avoir avec, le vivant et comment nous, humains, on se place au centre de ce sujet. Et ça passe par, du soutien à de la création, des films, travailler avec les médias, enfin voilà, pas mal de projets de ce genre. Après, on travaille aussi à appuyer et à soutenir les politiques publiques, qui touchent de près ou de loin, toutes les questions de biodiversité. Donc, ça peut être des vraiment, la stratégie nationale de la biodiversité qui est vraiment une feuille de route, sur les sujets biodiversité, en France, mais ça peut être aussi, des sujets un petit peu plus éloignés, mais qui, interpellent quand même la biodiversité, à savoir, la question de la santé-environnement, par exemple. Et enfin, on accompagne au changement de pratique tout type d'acteurs, donc heu, des agriculteurs, dans les enseignements, dans le système scolaire. Là, je vous ai mis quelques exemples, d'accompagnement de le centre de ressources agroécologie, c'est ce qui nous permet d'accompagner les filières pour la transition vers, une industrie, une agriculture plus qui prend en compte, le vivant. Mais on travaille aussi beaucoup avec les collectivités en les accompagnant à mener des programmes qui prennent en compte la biodiversité, notamment les ABC là, à droite, au milieu à droite, Atlas de la biodiversité communale. Je rentre pas dans le détail, mais on pourra en discuter si vous êtes intéressé par ces sujets-là. Alors, de quoi on parle quand on parle biodiversité? On est le matin, donc on va se réveiller un peu, on va se faire un petit quiz. À votre avis, qu'est-ce qui constitue la biodiversité? Est-ce que c'est
On va faire à main levée. A, est-ce que c'est tous les animaux vivants sur Terre? Est-ce que c'est B, toutes les plantes et arbres? Est-ce que c'est C, la grande diversité de bactéries et micro-organismes? Ou est-ce que c'est D, l'ensemble des êtres vivants de la planète et leurs interactions? Ok, c'est facile. C'est facile. Bon, c'est facile, mais j'ai mis ça parce que je voulais vraiment insister sur le terme aussi interaction. C'est pas qu'un catalogue, la biodiversité, c'est pas juste une liste d'espèces, c'est aussi les liens qu'il y a entre les espèces. Donc, si je rentre un peu plus dans le détail de la définition, en fait, la biodiversité, c'est la diversité du vivant. C'est 3 composantes. Donc, la diversité des écosystèmes. Les écosystèmes, c'est les différents milieux, donc les bois, les forêts, les marais, le bocage, la montagne. Au sein de ces milieux, on va trouver une diversité d'espèces. Ça, c'est une autre composante. Les espèces, donc le héron, qui était sur la fiche d'ailleurs magnifique de cette journée d'études Mathurville, les chauves-souris, les arbres, certaines espèces d'arbres, les humains. Il ne faut pas oublier que nous, on fait partie de la biodiversité, le renard. Et après, au sein d'une même espèce, vous voyez, si je zoome sur le renard, il y a une grande diversité génétique. Dans cette salle, on est tous des humains et pourtant on est tous différents. Et ben, c'est pareil pour le renard. Ils sont tous de la même espèce, mais ils ont des particularités génétiques qui fait leur identité, leur individualité. Et donc, en plus de ces 3 composantes, il y a aussi toutes les relations et les interactions qui existent entre les milieux, les espèces et leurs milieux, et les individus. C'est pour ça qu'on appelle aussi la biodiversité, on dit que c'est le tissu vivant de la planète. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de vie sur Terre pour nous, les humains, sans la biodiversité, sans le vivant. En fait, on respire biodiversité, on se nourrit biodiversité, on se chauffe, on se loge, on se soigne grâce à la biodiversité. Même nos mythes et nos légendes et nos créations artistiques et nos rêves sont inspirés du vivant. Et ça, on dit pour ça que la biodiversité, elle nous rend des services. On tire, nous les humains, bénéfice des fonctions de la nature. Et ça, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc, il y a plusieurs types de services. Le approvisionnement, régulation, apport immatériel. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est important de retenir, c'est que, en fait, on tire bénéfice des fonctionnalités de la nature et de la biodiversité. Si je prends un exemple sur l'alimentation, là, c'est la grande image que vous voyez. En fait, grâce à la biodiversité, on peut manger. Parce que elle nous fournit des sols fertiles avec les bactéries, les champignons, toute la faune du flore qui creuse, gratte, aère, fait rentrer l'eau, décompose la matière organique. Un des services les plus connus, c'est la pollinisation. Vous savez tous qu'il y a certains insectes, et pas que les abeilles, qui pollinisent les fleurs et qui nous permettent ensuite d'avoir des fruits, et donc qui nous permettent de manger. Mais la biodiversité, elle, nous fournit aussi une eau en qualité et en quantité suffisante, etc., etc. On peut tirer le fil sur plein de choses. Elle nous fournit des médicaments, elle nous fournit des matériaux qui nous permettent de nous loger, etc. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la biodiversité, c'est un peu le fondement même du développement de nos sociétés humaines. On dépend d'elle et on est une de ses composantes. Et là, avec cette image, ce que je trouve intéressant, c'est que vous voyez que si on enlève une carte, si on retire une ou plusieurs cartes, le château s'écroule et nous, on est un peu en haut, mais c'est une des représentations. On se voit souvent au-dessus de la biodiversité, or on en fait partie et on dépend d'elle. Mais vous le savez, ça va être un peu la partie déprime de la matinée, je suis désolée.
Vous savez, le vivant est en danger, c'est dû à nos modes de développement, à nos modes de vie qui sont actuels, qui sont délétères pour la biodiversité et donc pour nous parce que bah, comme je vous disais, on en dépend. Donc il y a plusieurs menaces qui pèsent sur elle. Le changement d'usage des terres et de la mer, donc qui détruit les milieux naturels. La surexploitation des milieux et des espèces qu'on considère comme des ressources et donc dont on se sert sans considération de restauration des niveaux, etc. Le changement climatique, qui est entre guillemets, la troisième cause d'effondrement de la biodiversité. Je dis que parce que c'est quand même celle dont on parle le plus, notamment dans les médias et dans les représentations au sein de la société qu'on peut avoir. C'est pas la première, même si le changement climatique s'accélérant et s'aggravant, ça pourrait remonter. Mais la destruction des habitats naturels et la surexploitation des ressources, ça reste les premières causes d'effondrement de la biodiversité. Et ben, les pollutions de tout type, hein, plastique, chimique, etc. Et l'introduction d'espèces exotiques envahissantes qui viennent déséquilibrer les écosystèmes et qui représentent souvent des menaces pour les espèces endémiques, locales, on va dire, qui sont là. Je vous ai mis à droite quelques chiffres de l'Observatoire national de la biodiversité. Donc, qui disait en 2019 qu'en France, il y avait seulement 20% des habitats naturels qui étaient en bon état, qu'il y avait 72% du territoire qui était exposé à un haut niveau de pollution lumineuse. Parce que c'est aussi une forme de pollution. La lumière, et la lumière artificielle, c'est une pollution qui a un impact sur le vivant. Et 18% des espèces étaient déjà éteintes ou menacées en 2019. Voilà. Donc toutes ces menaces, elles sont d'origine humaine et elles mettent en danger nos conditions d'existence et elles entraînent une dégradation des services écosystémiques dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'on est dans un modèle, je reviens juste avant, on est dans un modèle de surconsommation, un modèle économique qui vraiment s'appuie sur la surexploitation du vivant, avec nos industries, l'agriculture actuelle, le modèle agricole actuel dominant qui est quand même très intensif, l'urbanisation et l'aménagement à outrance. Tout ça, ça participe à l'accélération de l'effondrement de ce vivant et ces pressions-là, elles se stabilisent pas, elles continuent d'augmenter. Par exemple, si je prends un exemple pour illustrer un petit peu, si je reviens sur la question des systèmes agricoles et alimentaires. En fait, via l'artificialisation, via la fragmentation des milieux et des habitats, on détruit des haies, on rase des forêts pour avoir des surfaces agricoles à exploiter. On utilise des intrants, donc les pesticides, des engrais, de l'eau. Tout ça, c'est un modèle qui détruit le vivant. On émet aussi, on a un système agricole qui émet énormément de gaz à effet de serre, donc qui participe au réchauffement climatique. On surexploite les populations de poissons, donc avec la surpêche, etc. Alors, deuxième petit quiz, justement en lien avec notre système alimentaire. À votre avis, qu'est-ce qui représente la biomasse la plus importante? La biomasse, c'est la masse totale des organismes vivants qui est présente à un instant T. Donc, est-ce que la masse totale des humains est la plus importante ou est-ce que c'est celle des animaux d'élevage et de compagnie ou est-ce que c'est celle des mammifères sauvages? À main levée comme ça. A, B ou C? Ah, vous êtes trop fort. Du coup, effectivement, c'est bien les animaux d'élevage et de compagnie qui représentent 60% de la biomasse, les humains 36% et les mammifères sauvages, vous voyez là en tout petit à côté, 4%.
Bon, en gros, les chiffres, il y a différentes estimations, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, sans transition. Hem, En fait, je peux pas vous parler de biodiversité sans vous parler de l'IPBES, qui est, heu, donc la plateforme, intergouvernementale scientifique, qui travaille sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est un peu l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Et en fait, nous à l'OFB, on se base beaucoup sur leurs recommandations. Ça structure notre logique d'action. Heu et donc l'IPBES nous dit que donc l'IPBES, elle a pour mission, elle est composée de scientifiques et elle a pour mission d'informer les gouvernements, de les conseiller sur les questions de la biodiversité. Et pour ça, elle publie régulièrement des rapports et des travaux scientifiques sur l'état de la biodiversité mondiale. C'est une plateforme internationale. Et donc depuis des années, l'IPBES alerte les gouvernements sur le déclin accéléré du vivant, de la biodiversité. On vit aujourd'hui la 6e extinction de masse des espèces vivantes, qui découle directement de notre empreinte, de nos modes de vie, de nos sociétés. Quand je dis nos sociétés, c'est surtout sociétés occidentales, mais bon, je généralise un petit peu. Heu et ça nous met en danger, ça nous met en péril. Et donc face à ces constats, l'IPBES, mais le GIEC aussi, hein, ils appellent à mener ce qu'ils appellent des changements transformateurs dans nos façons d'habiter le monde pour aller vers un monde plus, durable, plus équitable et plus juste. Et donc pour ça, ils ont identifié 5 stratégies clés pour justement engager ces changements transformateurs. L'idée, c'est de donc conserver et restaurer les lieux, les espaces et les lieux de valeur pour la nature et les populations. Engager les changements systémiques dans les secteurs qui sont les plus responsables de la perte de biodiversité, donc l'industrie, l'agriculture et cetera et cetera. Transformer nos systèmes économiques pour que la nature, et le vivant y soient intégrés. Transformer aussi nos systèmes de gouvernance pour que pareil, il y ait plus, d'inclusion et que le vivant y soit intégré, mais le vivant au sens large, donc la faune, la flore, et dont les humains. Et enfin, faire évoluer nos représentations sociales et nos valeurs, pour, reconnaître les interactions entre, humains et le reste du vivant. Et toujours, nos collègues, amis de l'IPBES, en 2024, en fin 2024, ils ont publié un rapport qu'on appelle le rapport Nexus. Heu, donc Nexus, ça veut dire lien en latin, c'est point de connexion, interconnexion. Et dans ce rapport, en fait, ils pointent, le fait que, il y a des enfin que ils pointent les interactions entre 5 éléments qui constituent ce qu'ils appellent le nexus, que sont la biodiversité, l'alimentation, l'eau, la santé humaine et le changement climatique. Et donc ils disent qu'on ne peut pas les traiter séparément, qu'il faut absolument les considérer dans un ensemble, dans une vision globale, donc dans une approche nexus. Et dedans, ils disent que la perte de la biodiversité, les crises alimentaires, les pénuries d'eau, les risques sanitaires et les pandémies mondiales, présentes, passées et à venir, et le changement climatique, tout ça, c'est interconnecté. Et que tout ça, tous ces éléments, ils influent les uns sur les autres, ils s'amplifient, ils se combinent, et avec des répercussions en cascade. Donc il faut traiter ces sujets comme un tout, comme un ensemble. Ça, cette publication, c'est le travail sur 3 ans de 165 experts internationaux qui s'appuient sur plus de 6500 des références scientifiques. Donc vraiment, c'est un travail énorme, hyper documenté, et hyper fourni. Donc là, je vous ai mis un peu un exemple. Alors, ça illustre bien aussi à quel point les illustrations sont pas hyper sexy. Je dois le dire. Donc il y a des choses à faire aussi sur ces sujets-là. Donc dans ce rapport, il y a plusieurs phénomènes qui sont décrits.
Ici, je vous ai mis l'exemple des conséquences en cascade sur les 5 éléments du nexus, donc qui sont représentés par les différentes couleurs du changement d'usage des sols pour une production agricole intensive. Donc, on a une forêt, on la rase pour mettre un champ à la place. C'est très caricatural, mais c'est un peu ça. Et donc, on voit tout ça que ça a des conséquences sur plein d'aspects. Ça a contribué au changement climatique parce que voilà, c'est une production intensive qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Ça a un impact sur la qualité des sols et sur sur leur structure. Ça réduit aussi, comme c'est une production un peu monoculture, ça réduit la qualité de l'alimentation parce que, enfin voilà, c'est un système de santé un système alimentaire hyper normalisé. Ça favorise la déconnexion des humains avec le reste du vivant, avec la nature, en supprimant des espaces naturels. Cette nourriture de mauvaise qualité, elle contribue aussi à augmenter le risque sanitaire pour nous qui mangeons cette nourriture. Les pollutions dues aux fertilisants, aux pesticides viennent contaminer les sols, les rivières, et donc ça réduit la qualité de l'eau, et cetera, et cetera. Et tout ça, ça favorise l'émergence de maladies. Heu et donc vous voyez qu'il y a plein de flèches dans tous les sens parce qu'il y a des boucles de rétroaction, sur tous ces éléments-là. Donc ça montre bien que tous ces éléments sont interconnectés. Mais heureusement, il existe des solutions et en fait, justement dans ce rapport, ils les ils en mettent en évidence, ils mettent en évidence 71 solutions qui, en plus, existent déjà, sont déjà connues et souvent sont déjà mises en place à des endroits. C'est juste que l'idée là, c'est vraiment d'essayer d'amplifier, cette mise en œuvre d'encore plus, bah, enfin les essaimer et les multiplier à l'échelle mondiale. Alors encore une fois, vous voyez, que ce rapport est très lisible, avec cette roue, toute colorée et écrit en très petit. Bref, donc de ces 71 solutions, elles sont représentées dans cette roue et justement elles favorisent tous ces aspects de préservation de la biodiversité, de la qualité de l'eau, qualité et quantité, de la nourriture, de la santé et du changement climatique. C'est des solutions gagnantes-gagnantes. Et donc je vous en ai mis quelques-unes. Il y a par exemple réduire la pollution plastique, restaurer les écosystèmes qui captent du carbone et qui donc permettent de diminuer les effets du changement climatique. Bien sûr, réduire les pesticides, transitionner vers des régimes alimentaires sains et durables, conserver les forêts, et cetera, et cetera. Et puis, adopter une approche One Health, une approche une seule santé. Et donc, on va faire un petit focus sur ça aujourd'hui, enfin ce matin. Encore? À votre avis, c'est quoi, une seule santé? Est-ce que c'est une filière de médicaments naturels? Est-ce que c'est la prise en compte des enjeux autour des zoonoses comme la Covid? Les zoonoses, c'est les maladies qui sont issues de la faune sauvage, du monde animal. Ou alors est-ce que c'est une approche collaborative qui repose sur l'idée que les santé humaines, animales, et celles des écosystèmes sont interconnectées? Ouais. Il y en a qui me prennent même plus la peine de répondre tellement c'est facile. Ouais, effectivement. Mais bravo. C'était le dernier quiz, je suis désolée. Hem, donc effectivement, c'est bien ça. C'est le concept One Health, en fait, c'est le fait de penser la santé globalement, à l'interface entre donc celle des animaux, celle des humains et leur environnement, à l'échelle locale, nationale ou mondiale. Et donc c'est de prendre en compte ces corrélation entre humains, micro-organismes, animaux, végétaux, vie sauvage, environnement, hem et dire que, la santé des uns dépend de celle des autres. Donc là, vous avez une illustration qui a été réalisée par INRAE, c'est l'Institut national de recherche
agronomique et environnemental. Et ils vous ont mis des exemples un petit peu de comment s'illustre une seule santé, le One Health, dans différents aspects de notre société qui nous concernent. Euh, donc en fait, ce concept-là, ce principe, il reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes, de l'environnement en général, donc ça comprend aussi les écosystèmes, sont étroitement liées et indépendantes et interdépendantes. Alors un petit zoom historique, mais sans trop rentrer dans les détails. Au XXIe siècle, vous le savez parce qu'on l'a tous vécu, en fait, il y a de plus en plus de crises sanitaires. Et donc ces crises sanitaires successives à l'échelle internationale, elles ont conduit à un rapprochement de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dont la FAO, et puis de l'Organisation mondiale pour la santé animale, à se rapprocher en 2008, à la suite d'une épidémie de grippe aviaire. Et ils ont travaillé ensemble et ils ont collaboré pour travailler ensemble sur ce nouveau concept, Une seule santé, One Health, avec une déclaration d'intention, enfin commune d'intention de coopération. Ça, c'était en 2008. Et en 2022, il y a l'UNEP, donc le programme pour l'environnement des Nations Unies, qui a rejoint cette alliance, donc à la base tripartite, mais donc il y a cette quatrième organisation qui est venue rejoindre les rangs pour former l'alliance quadripartite, et donc pour vraiment intégrer pleinement le versant environnement et donc les écosystèmes aussi dans ces questions de santé, dans cette vision une seule santé, pour venir compléter un petit peu cette notion, ce concept, avec un peu plus d'environnement. Jusqu'à présent, c'était très tourné santé des animaux et santé des humains. Et là, on vient aussi considérer les enjeux environnementaux, les écosystèmes, le fait que s'ils sont dégradés, ça a un impact sur notre santé, etc. Donc, quadripartite, ça, je vous l'ai dit. Bon, vous voyez, 2008-2022, ça fait quand même une longue période sans considération ou avec une moindre considération des enjeux de l'environnement et des écosystèmes. C'est toujours une notion, un concept qui est en évolution et donc il y a encore des débats sur quelle place a le sujet environnemental dedans. Mais voilà, il y a quand même une volonté de travailler tous ces aspects-là de façon globale. Donc je vous le disais tout à l'heure, la biodiversité, donc l'intégration du sujet écosystème et de l'environnement dans ce sujet Une seule santé, ça entraîne aussi une considération de la biodiversité, en fait, dans ce concept. Et je vous disais tout à l'heure, la biodiversité, elle contribue à la santé et au bien-être des humains. Elle prévient les risques, elle contribue à la santé mentale, elle fournit de l'eau en quantité et en qualité suffisante, elle nous fournit des médicaments. Voilà, on pourrait faire une liste plus longue, mais bon. Il y a des études qui montrent les différents liens qui existent. J'ai pas mis les liens vers ces études-là, mais je pourrais vous remettre les références. Elles montrent les liens qui existent entre biodiversité et santé humaine. Et donc, il y en a une notamment qui les classe en 4 grandes catégories. La réduction des risques. Et donc ça passe de façon très globale. Donc ça passe par la fourniture de matières comme les médicaments, l'alimentation, le fait de pouvoir se loger. La réduction aussi de l'exposition à des pollutions atmosphériques, sonores, etc. Après, la biodiversité, elle contribue aussi à la restauration des capacités. Donc, il y a de plus en plus d'études qui montrent que le contact avec la nature permet d'améliorer l'attention et de réduire le stress. Elle permet aussi de développer les capacités. Donc,
en participant à promouvoir l'activité physique, à travailler sur nos imaginaires, à contribuer à vivre des expériences de connexion avec la nature, ce qu'on appelle un peu des expériences transcendantales. Mais elle n'a pas que des bénéfices. Il faut aussi le considérer que il y a aussi un aspect risque qui n'est pas à minimiser, qui, par exemple, avec le contact de la faune sauvage, avec l'émergence de maladies issues du monde animal, qu'on appelle les zoonoses, avec l'augmentation de substances allergènes. Après, c'est souvent quand c'est l'augmentation du risque, elle est souvent due à des écosystèmes dégradés. Pas toujours, mais souvent. Donc justement, illustration par l'exemple. Le cas des vautours en Inde et au Pakistan. C'est un cas qui est assez emblématique de la fragilité justement de cet équilibre. Les vautours, en Inde et au Pakistan en tout cas, c'est des animaux qui vivent en communauté, en milieu urbain ou périurbain, et ils ont un rôle dans l'écosystème parce qu'ils participent à l'équarrissage naturel. Est-ce que équarrissage, ça vous parle? En gros, les vautours, ils mangent des carcasses, et donc ils nettoient les animaux, les carcasses des animaux morts dans l'écosystème. Et en Inde et au Pakistan, c'est une société hindouiste qui ne consomme pas les bovins, mais qui les utilise pour le lait et pour le travail, mais ils ne les consomment pas. Et donc, les vautours, quand un animal meurt, quand un bovin meurt, les vautours viennent nettoyer et permettre, la carcasse, et donc permettre une élimination du cadavre de l'animal. Et dans les années 90, ces populations de vautours, elles ont futé. Et du coup, moins de vautours veut dire plus de carcasses, parce qu'ils n'étaient plus là pour les manger. Ce qui a eu une répercussion sur la qualité de l'eau, parce que la décomposition de ces carcasses, ça venait contaminer les nappes d'eau autour et les points d'eau. Et aussi une augmentation des populations de rats et de chiens errants qui, eux, du coup, se nourrissant des carcasses, avaient plus de place écologique, et donc venaient se nourrir sur ces carcasses-là. Sauf que les rats et les chiens errants, ils sont aussi vecteurs d'agents pathogènes pour les humains, à savoir notamment la rage. Donc, explosion des cas de rage en Inde et au Pakistan dans les années 90. Bref, la disparition des vautours, ça a vraiment détruit l'équilibre écosystémique qu'il y avait, avec un coût énorme pour la société, tant économique que sanitaire. Enfin bon, voilà. On n'aurait pas pensé, mais c'est un cas qui illustre bien. Et en fait, ce que des chercheurs ont montré, c'est que ces vautours, ils avaient disparu. Enfin, en tout cas, les populations avaient énormément chuté à cause de l'utilisation d'un anti-inflammatoire qui s'appelle le diclofénac. Peut-être que vous connaissez d'ailleurs parce qu'on l'utilise aussi pour nous. Et en fait, ce diclofénac, il était utilisé pour traiter les blessures et les inflammations chez les bovins, qui étaient donc utilisés pour le lait et pour le travail. Et comme les carcasses de ces bovins, quand ils mouraient, étaient contaminées au diclofénac, les vautours qui venaient se nourrir de ces carcasses se retrouvaient imprégnés de diclofénac, et les vautours sont extrêmement sensibles, notamment leur système rénal, à cette molécule, au diclofénac. Donc, chute de ces populations. Donc vous voyez bien un peu ces différentes interactions illustrées par cette étude. Mais enfin, voilà, il y a plein de cas comme ça, et je vous invite à regarder le film La Fabrique des pandémies. C'est aussi un livre, mais il était sur Arte il y a quelques temps. C'est un film d'une journaliste qui s'appelle Marie-Monique Robin, avec Juliette Binoche dedans, et qui parle justement de ça, de ces
de ces sujets de déséquilibre des écosystèmes qui provoquent l'émergence de zoonoses, de maladies qui ont des impacts sur nous. Ça résonne extrêmement fort avec ce qui s'est passé ces dernières années, notamment avec la Covid. Un autre exemple, c'est l'hypothèse de la biodiversité. Donc, en fait, il y a des études qui montrent que dans les environnements urbains de nos sociétés, il y a de plus en plus de troubles inflammatoires, et notamment des allergies, de l'asthme et du diabète de type 1 chez les enfants. Et selon l'hypothèse de la biodiversité, la cause sous-jacente, ce serait donc un déséquilibre de la régulation immunitaire, et ça, ce serait causé par une faible interaction avec les microbes de l'environnement. L'absence d'exposition à une grande diversité microbienne dans l'enfance, due à nos sociétés un petit peu aseptisées, à cette distance qu'on peut mettre par rapport à la nature, en fait, et tout le système artificialisé, très minéral dans lequel on vit, tout ça, ça appauvrit le microbiote, nos microbiotes, et notamment le microbiote des enfants. Donc, le microbiote, c'est toutes les bactéries avec lesquelles on vit. On en a dans les intestins, mais aussi sur la peau, dans les muqueuses, le microbiote vaginal, etc. Donc, c'est vraiment toute une population de microbes, bactéries, champignons qui vivent avec nous et avec qui et qui nous apportent quelque chose parce qu'ils nous permettent de digérer, par exemple, certaines molécules. Et en fait, et donc qui nous permettent aussi d'avoir un système immunitaire résistant. Et donc, cette distance et cette aseptisation de nos sociétés, elle a provoqué justement une chute de ce microbiote, un appauvrissement de ce microbiote qui nous cause ensuite des épidémies de maladies, hein, mais de maladies chroniques. Des problèmes de diabète, des problèmes de respiration, genre asthme, de l'obésité. En tout cas, tout plein de pathologies inflammatoires. Et ça, vous allez dire que je fais beaucoup la pub de Marie-Monique Robin, mais bon, voilà, elle a aussi travaillé sur ce sujet-là, au sein d'un film qui s'appelle Vive les microbes, qui était aussi sur Arte jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui parle de ce sujet. Donc, je vous invite à aller le voir. Et elle a aussi créé une plateforme qui s'appelle La Fabrique des Pandémies, dans laquelle elle a mis des petites capsules issues de ces films à disposition. C'est vraiment comme l'idée de cette plateforme, c'est vraiment de s'en servir comme outil pédagogique. Donc vraiment, c'est super intéressant. Et en fait, bon, tout ça, ça illustre un petit peu ces interconnexions et les liens entre santé et biodiversité. Et on se rend compte aussi, quand on zoome un petit peu à l'échelle un peu plus locale, que ce sujet Une seule santé et cette vision un peu globale, un peu nexus dont je vous parlais tout à l'heure, elle peut aussi se prendre forme à l'échelle plus locale. Et ça constitue aussi un levier de transformation de nos territoires pour essayer de réinterroger notre façon d'habiter nos territoires et de mieux considérer aussi nos interactions avec le reste du vivant. Tout ça pour maintenir une bonne santé globale, donc humaine, mais aussi des autres vivants, des écosystèmes, etc. Et en fait, il y a déjà des territoires qui mettent des choses en place, notamment, par exemple, Marseille, qui a créé une mission transversale, Une seule santé, où vraiment le postulat, c'est de dire que la santé, elle repose sur une interdépendance entre tous les vivants et les milieux. Donc,
essayer d'avoir cette vision justement globale, avec la santé repensée comme un bien commun. Et ça s'illustre par, plusieurs projets qui mènent. Donc, ils ont créé des écoles Une seule santé où ils travaillent à identifier les déterminants de santé sur lesquels ils peuvent travailler ou la question de la renaturation et la végétalisation des cours d'école, elle est hyper importante. Mais aussi ils ont repensé tout leur système, enfin tous les menus dans les cantines. Ils travaillent à une politique alimentaire territoriale assez ambitieuse. Ils travaillent aussi, et ça c'est inspiré d'une initiative qui est née ici à Strasbourg, qui s'appelle l'ordonnance verte, sur le sujet de l'alimentation au moment de la grossesse. Comment les femmes enceintes elles peuvent devenir actrices de leur santé, et notamment sur le sujet des perturbateurs endocriniens et de leur alimentation. Ils travaillent aussi à restaurer des friches urbaines naturelles. Donc ils ont appelé ce programme FUN, où il y a 300 espaces de nature au sein de la ville qui ont été protégés et restaurés. Donc voilà, ça s'illustre dans plein de choses qui sont hyper concrets parce que au sein d'un territoire, et donc hyper palpable, et proche de la vie des gens. Un autre exemple, c'est autour de Rennes, le projet Terre de Source. Donc c'est la ville, la métropole et le syndicat qui s'occupe des eaux, enfin de l'eau, du secteur, qui a mis en place une politique intégrée autour du lien eau, environnement, alimentation, santé. En gros, avec ce projet, ils travaillent à réduire les pollutions au niveau des aires de captage de l'eau potable, et notamment réduire l'utilisation des pesticides. Donc ils travaillent auprès des agriculteurs, pour les accompagner, mais aussi pour leur assurer des débouchés derrière, notamment avec la restauration scolaire. Donc c'est toute une chaîne qui se met en place, où les agriculteurs ils sont assurés d'avoir des revenus, et derrière eux ils s'engagent à réduire toute l'utilisation d'intrants et notamment de pesticides. Et tout ça vient, c'est du gagnant-gagnant aussi, parce que ça vient améliorer la qualité de l'eau, réduire l'exposition aux pesticides, assurer un revenu aux agriculteurs. Bon, bref, il y a plein de bénéfices, de co-bénéfices. Bon, je vous parlais, mais je vais pas trop divulgacher parce que peut-être que ce sera développé par Eliabel. Bon, bah. En tout cas, je vous parlais de l'ordonnance verte parce que vous êtes aussi euh, dans une ville qui met en place plein de choses, avec une stratégie Une seule santé hyper ambitieuse, notamment sur les questions alimentaires, euh, avec l'accompagnement des femmes enceintes en leur proposant des produits, enfin des paniers de légumes bio, et des séances de sensibilisation autour des perturbateurs endocriniens. Donc un travail aussi pour accompagner les agriculteurs à mettre plus de légumineuses pour remplacer la viande dans les cantines scolaires. Bon, il y a vraiment toute une politique sur les sujets alimentaires qui s'est développée, assez ambitieuse sur la végétalisation, sur le bio et sur une alimentation saine et durable. J'accélère un peu parce que je vois que le temps file. En gros, et donc nous, bon, je vous ai dit, il y a des territoires qui s'en saisissent, mais aussi au niveau national. Nous, à l'OFB, pour résumer un petit peu avec tout ce que je vous ai dit, comment on se saisit de ce sujet Une seule santé. Sur différents aspects. Sur la question de la police, je reviens un peu sur nos 3 missions. La question de la police, elle est traitée via ce qu'on appelle le réseau SAGIR, qui est le réseau de la surveillance de la faune sauvage, et donc notamment de l'émergence des maladies zoonotiques, des maladies qui sont issues de la faune sauvage. Donc il y a tout un maillage territorial qui permet de surveiller si jamais, enfin, les carcasses des animaux pour savoir s'ils ne sont pas morts d'un virus, notamment au moment de la grippe aviaire, par exemple.
Donc il y a tout un maillage fin au sein du territoire qui permet de surveiller. Ça, c'est nos policiers de l'environnement qui font ce travail. On a aussi la partie connaissance des écosystèmes, de leur état dépollution, où on essaye de faire un suivi des écosystèmes et où aussi on documente. On a notamment un rapport qui est sorti il y a quelques mois sur la question de la pollution de l'eau, notamment par les pollutions chimiques et les effets que ça a sur la biodiversité au sens très très large. C'est un rapport qui s'appelle Désintoxiquer la nature. Et puis, la question de la mobilisation de la société et de l'accompagnement des acteurs, on essaie justement, ce que je vous disais tout à l'heure, de porter cette approche nexus, cette approche globale qui lie les différents sujets, le changement climatique, l'eau, l'alimentation, la santé et la biodiversité au cœur de tout ça. Comment on arrive, en préservant la biodiversité, à avoir des co-bénéfices sur ces différents aspects-là, dans une vision globale. Et donc on travaille avec de nombreux acteurs et notamment l'AFRB, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui essaye avec qui on essaye de faire monter le sujet Une seule santé et de créer des alliances avec différents partenaires pour faire monter ce sujet au sein de la société. Et juste une petite actu avant de terminer. Cette année 2026, en France, on accueillera le sommet Une seule santé, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Ce sera à Lyon, le 7 avril. Et en gros, c'est un sommet donc international qui va réunir des chefs d'État, bien sûr, et des gouvernements du monde entier, mais aussi des parlementaires, des scientifiques et des représentants de la société civile, du secteur privé, des associations, des organisations, des collectivités territoriales. Et l'idée de ce sommet, c'est de faire émerger des solutions concrètes pour mettre, pour accélérer cette vision globale et cette vision Une seule santé au sein des territoires. Et notamment cette prise en compte de la biodiversité, en tout cas nous c'est ce qu'on essaye de pousser, cette prise en compte de la biodiversité et de la préservation de la biodiversité dans cette vision globale, qu'elle ne soit pas mise de côté. L'idée donc c'est de proposer des solutions et de bâtir une coopération pour la santé globale. Voilà, merci de votre attention.